Bonjour Laurence. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Laurence, tu es historienne, chercheuse en sciences sociales, professeure agrégée. Tu es l'autrice de nombreux ouvrages, dont celui remarquable, École, publié aux éditions Anamosa. Tu viens de publier une tribune chez nos confrères d'AOC. Tu reviens sur l'assassinat de Samuel Paty. Tu poses énormément de questions dans ce texte. Tu reviens sur les certitudes de plusieurs commentateurs de la vie publique et politique, sur la nécessité aussi de prendre du temps pour réfléchir, pour comprendre, pour apprendre aussi, ne serait-ce que pour laisser passer la colère, dis-tu dans ce texte. Tu y parles de l'institution scolaire que tu interroges, on va y revenir évidemment, mais d'abord, après cet acte barbare, la décapitation d'un enseignant, l'une des premières décisions du gouvernement hier, et c'est Gérald Darmanin qui s'en félicite, des opérations de police ont été lancées contre des dizaines d'individus qui n'ont pas de lien avec l'enquête de l'assassinat de Samuel Paty, comme le précise le ministre de l'Intérieur, et qui ajoute « Mais à qui nous avons envie de faire passer un message ?» Qu'est-ce que ça dit de la réaction politique de cet attentat ? On aimerait vivre dans un monde dans lequel la réaction soit plutôt de faire un appel à la paix plutôt que d'un appel à la guerre. Mais surtout, on est dans un monde de droit et l'idéal républicain dont on reparlera sans doute et dont il est question notamment dans le cours de notre collègue Samuel Paty, l'idéal républicain il repose aussi sur un socle de loi. Et donc moi quand j'entends que des personnes sont perquisitionnées pour faire passer un message, je vois pas trop en fait à quel bloc de loi ça renvoie et en fait au lieu de me rassurer, et j'espère que c'est le cas pour beaucoup de gens qui entendent cette nouvelle, en fait au lieu de me rassurer, ça m'angoisse et je trouve ça particulièrement inquiétant. On est en guerre, Laurence, il y a une guerre à mener. Moi, je ne suis pas en guerre, mais en tout cas, je ne suis pas en guerre. Je refuse d'adopter ce vocabulaire de la guerre parce que je suis enseignante et que moi, ce qui m'anime, c'est la paix, c'est le fait de rassurer, c'est la sécurité, c'est le fait de vivre dans un monde dans lequel on se sent libre. On va en reparler, c'est le fait de transmettre à mes élèves et à mon fils, par exemple, la volonté de vivre dans un monde libre. Et j'ai pas envie de déclarer la guerre à une partie de la population sous prétexte que un criminel a assassiné de manière sauvage l'un des miens. Voilà, je pense qu'on doit faire corps autour de ce qui nous unit, plutôt que de tout de suite surréagir voilà, à partir d'un crime qui est absolument insupportable et condamnable évidemment dans toutes ses facettes, mais qui n'est pas le fait de groupes vivant majoritairement dans cette société, quoi. Tu en appelles d'ailleurs à un peu d'humilité aussi dans ta tribune. En quelques jours, on est passé d'un discours de Valérie Pécresse qui demande à ce que l'on ferme les mosquées qui ne condamneraient pas l'acte terroriste de vendredi, à Darmanin qui participe de la mise au ban des musulmans, Éric Ciotti qui veut un référendum pour faire interdire le voile et l'inscrire dans la Constitution française, Mélenchon, des syndicalistes qui ont été priés de quitter les rassemblements de dimanche dernier, jusqu'à une nouvelle, on ne sait pas si elle est confirmée, mais le rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité qui pourrait être lui aussi licencié, ou en tout cas démis de ses fonctions. Qu'est-ce qui se passe? On est au bord d'une guerre civile, Laurence? J'espère que non, j'espère qu'on n'est pas au bord d'une guerre civile. Ce qui se passe, c'est qu'on oublie que nous sommes tous et toutes victimes en fait de cet attentat, et y compris nos concitoyens musulmanes et musulmans qui vivent dans ce pays. Et que considérer qu'elles ont ou ils ont une once de je sais pas quoi d'affinité avec le tueur est un truc qui est juste abominable, quoi. Donc considérer que le voile que porte une femme, le voile que portait la nounou de mon enfant par exemple, a à voir avec cet atroce crime contre notre collègue, enfin je trouve que c'est vraiment des manières de raisonner qui sont incompréhensible. Ça veut dire que on est dans un emballement, on est dans une folie, on est dans un tapis rouge à l'extrême droite, et on est piégé parce que nous, la voie étroite qui nous reste, c'est celle qui consiste à dire que
ce crime est insupportable, que oui, tout doit être fait absolument pour éviter que ça se reproduise, mais que non, ce n'est pas la responsabilité des personnes de confession musulmane qui vivent sur notre territoire, dont 99,99% sont elles-mêmes atteintes en fait dans leur dignité, dans leur tout simplement dans leur chair, dans leur cœur, parce que c'était aussi le prof de leurs enfants, parce que voilà. Et donc ce genre de crime, comme à chaque fois, déroule un tapis rouge à tous les gens qui depuis des années font leur fonds de commerce d'une haine contre les populations musulmanes de ce pays. Pourquoi on a le sentiment que le discours que tu portes avec d'autres n'est pas audible? Quand on écoute les médias, les commentateurs, les hommes, les femmes politiques, on a le sentiment qu'il est impossible de défendre les musulmans sans être taxé de laxiste, de naïf, voire de lâche, comme certains ont pu le dire. Qu'est-ce qu'il se passe pour que le discours à gauche de ceux qui ont toujours défendu les libertés, l'égalité des droits, qui se sont mobilisés contre les obscurantismes, ne soit pas compris, voire que ce discours soit devenu illégitime, et que si on n'est pas sur la ligne du printemps républicain, on est suspecté de complicité avec les terroristes et les islamistes? On est pris dans un engrenage, dans une machine qui s'emballe, contre laquelle on peut difficilement lutter, et le spectacle médiatique, la scénographie, le fait d'organiser comme ça des débats qui sont sans arrêt des débats de clash, des débats qui surfent sur des espèces d'opinions complètement sorties de nulle part, avec une très grande majorité de chroniqueurs venus de la droite ou de l'extrême droite. Ces lieux-là ne sont pas des lieux dans lesquels on peut déployer une pensée de la nuance, une pensée du doute, une pensée humble aussi, où on se dit mais prenons le temps de comprendre ce qui se passe, prenons le temps de comprendre comment le monde bouge, prenons le temps de comprendre ce qui nous allie, ce qui nous sépare. Essayons de nous réunir sur des socles qui sont des socles fondamentaux pour faire face justement à ces formes de barbarie. On n'a pas le temps de faire ça, on est dans des logiques de mise en spectacle, de positions ultra caricaturales. Et on sait bien qu'en réalité, dans toute cette scénographie, celles et ceux qui l'emportent sont ceux qui ont des discours qui nourrissent l'angoisse, sont ceux qui ont du prêt-à-penser, sont ceux qui fournissent comme ça des explications clés en main en disant « ça fait longtemps qu'on vous le dit », etc. Que là-dessus, évidemment, surfe toute une vague aussi très électoraliste. On va entrer dans des périodes électorales, évidemment ça joue, et donc il y a plein de gens qui sont, je pense, je sais pas, démunis d'une déontologie citoyenne en fait, et qui font passer leur petite personne avant tout, et les médias, la plupart des médias en tout cas dominants, que moi je refuse systématiquement, j'ai peut-être tort d'ailleurs, j'en sais rien, mais je peux pas cautionner ça. La plupart de ces médias dominants, de ce monde du clash, ne donnent jamais l'opportunité de dérouler des positions qui sont des positions où on est encore dans la stupeur, on est encore dans la stupéfaction, on est encore dans la douleur. Et quand on est dans la douleur, il faut avoir à un moment donné tout simplement l'humilité de dire je sais pas trop en fait. Là, je sais pas trop en fait. J'ai besoin de temps, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'écouter les gens. J'ai besoin d'écouter plusieurs sons de cloche. Mais ce que je sais, c'est que j'ai pas envie d'entrer en guerre. Donc, si vous êtes comme moi, comment on fait quoi? Voilà. Et à part vous, à part d'autres, on a très peu l'occasion de dire ce genre de choses. On a le sentiment justement que le débat n'a pas le droit d'exister, et notamment à gauche. Il faut un débat à gauche. Est-ce qu'il y a encore la possibilité de réconcilier la gauche sur ces questions-là, l'islam, la laïcité? Mais j'espère qu'on va pouvoir s'écouter, j'espère qu'on va pouvoir dialoguer. L'enjeu, c'est quoi? C'est d'opposer un autre discours face à la politique de ce gouvernement, face à la stigmatisation? Ouais, l'enjeu, c'est de dire la gauche a un socle. Ce socle, c'est d'être toujours aux côtés des plus démunis, aux côtés de ceux qui sont socialement dans le besoin.
Et ça prend des formes qui sont des formes économiques, évidemment, qui sont des gens qui sont dans une grande précarité, qui sont dans une grande précarisation aussi. Enfin, là, on va quand même vers un moment, vers un contexte je pense, de crise économique qu'on n'aura jamais connu, faut pas l'oublier. Et puis, ce sont des gens aussi qui sont victimes de discrimination. Il y a les musulmans, mais il n'y a pas que les musulmans, bien entendu. Il y a les juifs, il y a les roms, il y a les tchétchènes, il y en a plein d'autres, des groupes minoritaires. Qui régulièrement se prennent des décisions racistes sur le dos. Le socle de la gauche, c'est d'aller vers ces gens-là. Je crois qu'on a un problème de vocabulaire, on a un problème de grammaire. Il y a des mots sur lesquels on bute. Le mot islamophobie, le mot racisé, le mot indigénisme, le mot communautarisme, le mot séparatisme. Il y a des mots sur lesquels on bute. Si on commence à accepter à gauche que la guerre sur les mots l'emporte sur la guerre des valeurs, on est mort. Donc, il faut qu'on les prenne à bras-le-corps, il faut qu'on trouve des mots qui nous réconcilient et qui nous fassent dire qu'en réalité, on défend la même chose et on n'a pas d'agenda secret quand on parle de racisé, quand on parle de mémoire coloniale, quand on parle d'islamophobie. On n'a pas d'agenda secret, on a juste une autre manière de nommer les choses, mais en réalité, elle revient au même, quoi. C'est d'être aux côtés des plus démunis. Donc c'est vrai, si tu m'en donnes l'occasion, je le dis, c'est le moment absolument de faire exploser tous ces blocages-là. Et de nous retrouver, même si on n'est pas forcément d'accord sur tout, c'est pas grave, mais c'est le moment ou jamais, quoi, parce que sinon la gauche est morte. Et qu'est-ce que tu réponds à ceux, et je pense notamment à gauche, qui vous accusent, vous les enseignants, de porter des œillères sur la montée du fanatisme religieux dans les écoles? Mais en fait, c'est pareil, c'est le même problème. La question, c'est pas... Personne ne porte des œillères. Quand on travaille dans les quartiers populaires, alors moi je voudrais dire tout de suite aussi par... honnêteté et encore une fois aussi par modestie. Moi, je ne travaille plus dans les quartiers populaires depuis 5 ans. Et 5 ans, c'est beaucoup. Et j'ai toujours dit quand j'y ai travaillé pendant 16 ans, que j'étais légitime pour m'exprimer sur ce qui s'y passait, mais qu'à partir du moment où on en était perdu, en fait, on perdait le fil sur ce qui s'y passait. C'est important, moi, je ne suis plus sur place. C'est important parce qu'il y a tellement de gens qui se proclament les porte-paroles de ce qui se passe dans certains établissements alors qu'eux, ils n'y sont plus depuis 20 ans, que moi, j'y suis plus depuis 5 ans et je préfère dire que j'y suis plus depuis 5 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'y suis donc restée 16 ans. En 16 ans, j'y ai vu, donc j'y étais de 1998 jusqu'à 2015. J'étais bébé prof jusqu'à prof plutôt chevronné. Et 98-2015, c'est quand même des sacrées dates. Je veux dire, j'ai vu 2000, la seconde intifada, j'ai vu 2001, le World Trade Center, j'ai vu 2003 et 2004, d'abord l'affaire dite sur le voile et ensuite la loi sur la laïcité. J'ai vu 2005, les révoltes dans les quartiers populaires, jusqu'à Charlie Hebdo, que j'ai aussi vécu à Nanterre. Donc, pendant 15 ans, plus de 15 ans, je sais pas, 20 ans, pendant 16 ans, je sais plus, bref, j'ai discuté avec des centaines de parents, j'ai discuté avec des centaines d'élèves, j'ai vu des élèves entrer en religion, j'ai vu des parents démunis devant des élèves qui entraient en religion, j'ai vu des élèves sortir de la religion, j'ai vu à peu près tout ce qui était possible de voir. J'ai vu des gamines et des gamins aussi pas bien, doutant, proférant des propos inacceptables en cours sur la question du négationnisme, sur tout un tas de choses, sur du complotisme. J'ai vu tout ça. Mais moi, je suis prof. Moi, mon boulot, c'est d'amener les jeunes à entrer dans un raisonnement rationnel, avec des savoirs, visant la vérité, etc. Je suis là pour leur apprendre à débattre, je suis là pour leur apprendre à construire un argumentaire, je suis là pour leur apprendre à se construire comme citoyens. Je suis prof parce que je crois que quand on travaille avec des enfants et des adolescents, en fait, on fait un travail utile et que ces enfants et ces adolescents ont encore le temps de changer. Donc, je ne suis pas pour coller des étiquettes à des gamins. Je ne vais pas dire un gamin, il est fanatique. Je ne peux pas employer ce vocabulaire-là, mais je peux dire il est en danger. Et mon rôle, et pas toute seule, jamais toute seule, mon rôle collectivement avec les outils que j'ai à disposition, c'est de faire en sorte qu'ils sortent
de cette ornière et de ce danger. Donc, il n'y a eu aucun aveuglement. Il y a juste eu la volonté, et j'ai fait partie de ces gens-là, en effet, je fais partie de ces gens-là, il y a la volonté de dire nos élèves sont des enfants comme les autres. Et nous allons, parce que c'est notre mission de service public, les considérer comme des enfants comme les autres. C'est-à-dire que nous allons faire notre travail comme il faut. Et si jamais ils sont en danger, nous ferons tout pour les sortir de ce danger, quel que soit ce type de danger. Je n'ai pas à un moment donné rencontré un collègue, ni même moi, disant mais non, tout ça c'est des conneries, on s'en fout, etc. Par contre, on fait écran contre des manières d'essentialiser des élèves et de les considérer finalement comme des adultes qui étaient déjà, voilà, dont la vie était déjà toute faite, quoi. Donc en gros, ça y est, c'est des fanatiques, c'est des antisémites, c'est des négationnistes, etc. Mais non, moi je bosse pas avec des adultes, je bosse avec des enfants. Et les enfants, ils changent, voilà. Et c'est un credo. Et c'est un credo que je vais garder tant que je serai prof. Et d'ailleurs, c'est un credo qui nous rassemble. C'est-à-dire que, juste, excuse-moi, je suis longue, parce que c'est le moment je voudrais l'utiliser aussi. C'est-à-dire que quand je lis ou quand je discute avec des gens qui, a priori, sont considérés comme des gens avec lesquels je m'oppose idéologiquement, y compris des collègues. Mais en fait, je m'aperçois que quand on va au fond de la discussion, on n'est pas si en désaccord. C'est-à-dire qu'au final, ces collègues avec lesquels ils peuvent être de droite, voilà, j'ai pas forcément d'acquaintance politique avec eux, mais c'est pas le sujet. Au final, quand on discute de ce qu'on veut faire avec les élèves, on va au même endroit. On va au même endroit. On veut juste les sortir de là, quoi. Voilà, donc c'est pour ça aussi que tous ces discours qui sont construits autour du déni des camps, il y a des victimes, des non-victimes, il y a des aveugles, il y a des non-aveugles, etc. Mais ce n'est rien par rapport à la réalité du terrain. On va au même endroit. Alors oui, c'est vrai, moi, je suis grande gueule, je suis positionnée politiquement, etc. Mais je veux dire, quand je discute avec mes collègues, quand je discute avec des gens avec lesquels, a priori, j'ai pas d'acquaintance politique, en réalité, quand je discute boulot, très souvent, on va au même endroit. C'est parce que vous allez au même endroit, justement, que tu plaides dans l'article de AOC pour la liberté, pour un retour de la liberté de parole des enseignants. Ils sont privés de cette liberté-là aujourd'hui, les enseignants? Oui, je trouve que les enseignants, parmi l'un des maux dont ils souffrent, la question de la liberté de parole, la question de la confiscation de leur parole, c'est vraiment un point fondamental. Ça s'est aggravé ces derniers temps avec la loi, avec l'article 1 de la loi sur l'école de la confiance. J'ai du mal à dire, ça a du mal à sortir. Qui a cette espèce de formule un peu vague sur le devoir d'exemplarité et qui est prise par les enseignants comme le sentiment d'être sous surveillance en fait en permanence. Sous surveillance de leur hiérarchie, sous surveillance du ministère, sous surveillance maintenant des parents. Et donc tout ça en fait fait qu'il y a une espèce d'autocensure. Et de plus en plus, les enseignants, par exemple, lorsqu'ils s'expriment dans les médias, le font sous couvert d'anonymat, ce qui est vraiment un symptôme assez inquiétant. Et beaucoup d'articles ont été écrits là-dessus, dont un article dans Libé, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, donc ils s'expriment sous couvert d'anonymat. On a des enseignants qui sont poursuivis pour des positions syndicales, pour des prises de parole voilà, engagées. Donc oui, les enseignants ont peur. Enfin, les enseignants, c'est toujours difficile de généraliser, mais enfin, beaucoup ont peur. Et cette peur, en fait, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est aussi une peur qui agit en classe. Et évidemment, les choses vont pas s'arranger. C'est-à-dire que quand on a en plus, pour ce qui s'est passé avec notre collègue, des parents qui s'arrogent le droit de publier des vidéos disant « il s'est passé ça dans les cours », ou même avant eux, moi je me suis fait tomber dessus aussi par tout un pan de la gauche parce que j'avais défendu une institutrice dont le cahier avait été donné en pâture sur Twitter. C'était un exercice, c'est vrai, débile d'ailleurs, sur la colonisation. Et tout de suite, tout le monde avait dit, ça y est, c'est le symptôme d'une prof raciste, etc. Moi, je le dis, je le répète, une image de cahier, une photo de cahier ou même un récit d'élève ne dit rien de ce qui s'est passé pendant un cours et ne dit rien de ce qui s'est passé sur une année. Et un cours ne dit rien, c'est une relation pédagogique sur le temps long. Donc, en fait, si les profs se sentent sous surveillance désormais partout, c'est-à-dire de l'ensemble de la société civile, du monde politique, du monde médiatique, des réseaux sociaux et de leur hiérarchie,
Alors, évidemment, là, on est bien dans la catastrophe, mais là, c'est sûr qu'on va mettre droit dans le mur parce qu'il ne faut rien oser faire, les collègues. Mais ils ont les outils, les collègues, tes collègues, j'allais dire les armes, mais c'est pas le bon terme, mais ils ont les outils pour assurer une pédagogie sur les grands thèmes, les grandes problématiques, les enjeux contemporains, montrer ces caricatures. On a vu hier, justement, le président de l'Assemblée régionale de France, Renaud Muselier, annoncer que l'ensemble des régions de France allaient diffuser les caricatures locales des médias locaux et des médias nationaux pour enseigner justement autour d'un collège d'historiens qui illustrerait sans doute ces dessins et ces caricatures, pour les montrer à ses élèves. Les enseignants ont les outils aujourd'hui, sont formés pour apprendre le monde dans lequel on évolue et raconter aussi ce que les enfants voient à la télévision, dans les médias de manière générale. Est-ce que les enseignants sont outillés pour ça? Ça dépend desquels. Samuel Paty, par exemple, il avait mon âge. Donc, nous, on fait partie d'une génération d'enseignants qui avons eu plutôt une formation assez correcte, à la fois en formation initiale, en formation continue. On a eu, je me souviens, à la fin des années 90, au début des années 2000, beaucoup de propositions. Les plans de formation étaient extrêmement riches. On avait vraiment la possibilité de choisir des trucs intéressants où on discutait avec des universitaires, avec des chercheurs, des chercheuses, et notamment où la question de l'enseignement laïque du fait religieux était au cœur des plans nationaux de formation. Je suppose qu'il a eu une formation assez correcte de ce point de vue-là, en tout cas assez enviable par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, les plans de formation sont vraiment réduits à portions congrues. On encourage même les enseignants à se former en dehors de leur temps de travail. Un enseignant, il est crevé. Je veux dire, moi, je sais pas si ça se voit, j'ai des cernes comme ça. Enfin, c'est le premier jour des vacances, j'ai qu'une envie, en fait, c'est de dormir. Le contexte est terrible. Un enseignant, il a besoin, à un moment donné, de faire des breaks. C'est un boulot qui est extrêmement difficile. Il va pas aller se former pendant les vacances. C'est une honte, cette proposition. C'est une honte, c'est un mépris du métier dingue. Donc, on leur propose de se former en dehors du temps de travail, on leur propose des modules de formation qui sont vraiment complètement indigents et en tout cas pas du tout indexés au niveau d'exigence de la complexité des problèmes sociaux du moment, ça c'est absolument certain. Et puis l'autre chose, c'est que on est à la course, c'est-à-dire que en fait, en réalité, pour enseigner des questions aussi difficiles, il faut du temps, il faut beaucoup de temps. Et les programmes actuellement, là, sont des programmes qui sont absolument infaisables dans le temps imparti. Il faut quand même rappeler que en lycée professionnel, purée, quand même, le lycée professionnel, c'est pas comme si c'était pas important. Je veux dire, ça concerne quand même un pourcentage non négligeable de jeunes. En lycée professionnel, on a supprimé 30% du temps des matières générales. Donc, les profs, de toute façon, n'ont pas le temps de faire ce genre à un moment donné, d'arrêt sur des questions, des enjeux qui sont extrêmement brûlants. Donc, résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? La réponse de l'institution, c'est de dire, on va vous donner des outils. Allez, on vous les donne. Voilà. Je ne sais pas si c'est ce que prévoit de faire Muselier, j'ai pas bien suivi. Bon, déjà, c'est pour le lycée, c'est mauvais signe, parce qu'il était en collège, Samuel Paty. Mais bon, peu importe. Donc, j'ai pas suivi ce qu'il voulait faire. Mais si c'est encore la volonté de nous filer des kits pédagogiques pour enseigner la liberté d'expression, mais c'est pas la peine, hein, c'est vraiment de dépenser de l'argent pour rien. Hein. En réalité, ce dont on a besoin, c'est de la formation, du temps, de la reconnaissance. Et non pas de la reconnaissance, c'est-à-dire des mots un peu creux sur « nous sommes avec vous », etc. Non, vraiment de la reconnaissance de nos compétences professionnelles. C'est de ça dont on a besoin. Un mot sur l'institution scolaire et la communauté éducative. Tu parles dans l'article d'AOC de chaînes de confiance qui auraient été brisées entre les enseignants et les hiérarchies. Sur le cas précis de Samuel Paty, on n'en sait encore pas beaucoup parce qu'il y a une enquête. Mais est-ce que ça veut dire quand même, on peut imaginer que Samuel Paty n'a pas obtenu le soutien suffisant de sa hiérarchie? Je peux pas répondre à cette question parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments. Moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que... On a quand même un élément d'information parce que la rectrice a contesté l'idée que Samuel Paty allait être sanctionné par le rectorat, mais elle a confirmé que qu'il y avait visiblement un inspecteur qui était chargé d'aller rencontrer Samuel Paty pour lui rappeler les grandes lignes des principes de l'éducation nationale. Voilà, la question en fait, c'est une question de fonctionnement de structure. C'est-à-dire que moi, je pense très sincèrement, dans l'état actuel de nos connaissances, je pense vraiment que la chef d'établissement, par exemple la principale, a fait
ce qu'elle devait faire. Voilà, je me mets à la place de ce collègue. Vraisemblablement, en tout cas d'après ce que j'ai lu, elle l'a reçu, elle a essayé d'apaiser les choses, elle a reçu les parents, et ça c'est ce qui se fait. Je veux dire, c'est ce qui se fait dans n'importe quel événement qui ressemble à ça. Lorsqu'il y a des contestations de parents, vraisemblablement, elle a été dans son rôle de chef d'établissement et elle a soutenu son collègue, de ce que j'ai lu. Bon. Après, elle a fait appel à une cellule qui s'appelle cellule laïcité, référent valeurs de la République, etc. Là aussi, c'est dans le protocole, si j'ose dire. Donc, elle a eu raison de faire ça. Là où le problème, là où le bas blesse, et c'est là où la question justement de la chaîne de confiance, elle est fondamentale, c'est que moi, j'aimerais pouvoir dire que lorsque un inspecteur vient aux côtés des enseignants, c'est pour discuter dans le cadre d'un accompagnement purement bienveillant, etc. J'aimerais pouvoir dire ça. Et d'ailleurs, je dois dire qu'en ce qui me concerne, ça a souvent été le cas. Mais je ne peux pas ne pas voir qu'en réalité, lorsqu'un inspecteur descend dans un établissement, l'enseignant incriminé le prend comme une mesure de recadrage. C'est comme ça que c'est pris. Et ce que je voudrais dire, c'est que c'est désolant que ce soit comme ça, que ce soit pris. C'est ça l'idée. Aujourd'hui encore, il y a un ancien recteur qui a tweeté « Je n'ai jamais envoyé un inspecteur pour autre chose que du recadrage ». Et donc, comment l'a pris Samuel Paty, cette arrivée de l'inspecteur? Je ne sais pas comment il l'a pris, mais... Pas comme un soutien de la hiérarchie, en tout cas. Dans notre grammaire professionnelle, si j'ose dire, c'est jamais pris comme un soutien de la hiérarchie, c'est pris comme une mesure de recadrage. C'est tout ça que je pointe, en fait. C'est cet aggiornamento-là qu'il faut faire, voilà. Et sans incriminer personne, en fait, directement, parce que la question, c'est pas le manque d'humanité dans tout ça, parce que peut-être que la personne qui est venue le voir, elle est allée le voir et vraiment en toute bonne, comment dire, bienveillance, voilà. Mais le fonctionnement de la chaîne hiérarchique est fait de telle manière que il n'y a plus de confiance. Donc, quand bien même quelqu'un de hiérarchiquement supérieur viendrait en toute bienveillance, il n'est pas reçu comme ça. Et le drame, il est là. Et c'est ça qu'il faut dire très clairement. Le drame, il est là. Voilà. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, et là-dessus, moi, j'ai aucun élément, mais en revanche, j'ai beaucoup de questions et j'ai beaucoup de colère, c'est comment, pendant 10 jours, un collègue qui se savait menacé sur les réseaux sociaux, d'après ce que j'ai compris, pas forcément menacé de mort, mais enfin, purée, quand même menacé par des gens qui étaient quand même pas super fréquentables, d'après ce que j'ai compris. Comment un collègue qui va porter plainte n'a pas de protection juridique, de protection policière? Il avait porté plainte. Il est allé porter plainte. Mais comment c'est possible? Ça, par contre, je sais pas. Ça, je sais pas. Je connais pas la tuyauterie des renseignements. Je sais pas comment ça se passe. Mais ça n'est pas possible. Je veux dire, quelle est la solitude pendant 10 jours de ce collègue? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? C'est une absence de moyens? C'est une absence de prise de conscience et de l'institution scolaire et de l'institution politique? C'est quoi? C'est une absence de moyens? J'en sais rien. Une absence de prise de conscience. J'en sais rien. De l'institution scolaire et de l'institution politique? Non, je pense que la prise de conscience au niveau de l'institution scolaire, elle a eu lieu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je crois que la principale, qui d'ailleurs doit être dans un état... On a sous-estimé la menace. Je sais pas. Je pense pas qu'elle ait sous-estimé la menace. Je sais pas. Je dis que là, il y a un moment donné où il y a quelque chose dans je sais pas quoi, dans la lourdeur administrative, j'en sais rien, qui a empêché la protection de ce collègue. Et moi, honnêtement, je pense à sa détresse. Je pense à sa détresse. Et c'est un truc qui m'empêche de dormir, quoi. De me dire que ce collègue est allé à la police et qu'il n'en est pas ressorti avec une protection policière. Je veux dire, là, il y a vraiment un truc à interroger qui est, de mon point de vue, absolument énorme et sur lequel je crois qu'on est nombreuses et nombreux à attendre la lumière. Oui. J'ai une dernière question, Laurence, justement, toujours sur l'institution scolaire. C'était une question de moyens que tu interroges. C'est une question de moyens que tu interroges ou est-ce que c'est la redéfinition de l'école même qu'il faut revoir de fond en comble? Il faut repenser l'école, le métier d'enseignant? Oui, il faut le revoir de fond en comble, absolument. Surtout l'école publique, c'est-à-dire l'école qui a vocation à s'adresser à tous les enfants. Et l'école qui a vocation aussi à être quand même un espace qui a sa propre légitimité, qui a ses normes, ses codes, ses valeurs, ses manières de faire,
et qui ne sont pas comme ça, fenêtres grandes ouvertes aux yeux de 60 millions d'experts qui auraient des choses à dire dessus, et en particulier les parents. C'était Yanis Roder qui disait ça sur une émission sur France Inter, et là-dessus il est absolument d'accord. Il y a un moment donné où il va falloir que les parents apprennent à rester à leur place aussi. Et là pour l'instant on est en colère, donc ça va être difficile de discuter avec eux, mais il va falloir qu'on le fasse quand même, parce qu'il faut être plus intelligent, donc il faut surmonter tout ça, mais on va le faire. Mais à un moment donné il va falloir leur dire: laissez-nous bosser correctement. Parce que vous nous mettez en danger avec vos conneries de vidéos, vos machins de réseaux sociaux, etc. Vous nous mettez en danger. Donc oui, il y a beaucoup de choses à repenser, il y a beaucoup de choses à refonder. Et il y a aussi, parce que je ne peux pas les énumérer, mais puis j'en ai déjà parlé de beaucoup, mais il y a aussi le sens en fait de l'école publique à retrouver. Voilà. Qui est quand même cet espace qui a vocation, même si la boussole est cassée là, mais qui a quand même vocation à accompagner les enfants, quelles que soient leurs origines sociales, quelles que soient leurs origines culturelles, quelle que soit la légalité de leurs papiers, a vocation à accompagner l'ensemble des enfants vers, j'aime pas trop ce mot de réussite, mais voilà, vers un chemin citoyen qui soit celui qu'ils ont choisi. On va dire des choses de façon un peu béni oui, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Et là, il y a beaucoup de réformes récentes qui nous empêchent de faire ça, sur lesquelles il faudrait revenir. C'est pas que une question de moyens, mais c'est aussi une question de moyens. C'est devenu le métier le plus difficile à exercer au monde, comme le dit Najat Vallaud-Belkacem. Je sais pas, c'est un métier qui est extrêmement difficile, elle a raison, je sais pas si c'est le plus difficile. Très honnêtement, aujourd'hui, être dans une unité Covid quand on est personnel soignant, je suis pas sûre que ce soit très simple non plus. De toute façon, on est dans un monde qui est un monde difficile. Mais par contre, c'est un des métiers les plus méprisés. Avec surtout une espèce ouais, vraiment d'injonction très paradoxale, contradictoire et difficile à vivre, entre d'un côté on fait de nous des héros, et de l'autre côté, en réalité, on nous piétine dès qu'on a l'occasion de nous piétiner, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Ça, je suis pas certaine qu'il y ait d'autres métiers qui soient à ce point dans cette espèce de balancement, de balance là, quoi. Ça, c'est un truc qui nous est assez propre. Et pareil, sur lesquels il faut revenir. Et puis quand même sur les moyens, je voudrais dire que oui, les moyens, on nous en prive. Il faut quand même pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps, Emmanuel Macron a arbitré sur le budget de l'éducation nationale en disant que c'était pas la priorité parce qu'on n'était pas des gens productifs sur le court terme. Faut le dire ça quand même. On n'est pas considéré comme productif, on fait pas partie des gens qui relèvent économiquement la nation. Ça nous a été dit clairement. D'ailleurs, on va ramasser des fraises pendant le confinement. Ça aussi, ça nous a été dit clairement. L'autre, je sais plus qui, nous a dit aussi qu'on était en vacances. Donc, il y a un moment donné où il faut quand même dire, il faut appeler un chat un chat. On nous prive de moyens, on nous prive d'enseignants, on nous supprime des heures. Il y a un moment où dire ce sont des héros, ça suffit plus. Voilà, donc il faut des actes forts, il ne faut pas des actes symboliques, et il faut des actes non seulement en direction des enseignants, ça c'est certain, mais aussi en direction des enfants. Merci beaucoup Laurence. Merci.